Florence Valentin-Chaise, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour mon BDTV. Alors, tout le monde vous connaît, vous êtes journaliste au magazine Parents, Oui. Chef du service santé, Oui. enfants. L'émission d'aujourd'hui, c'est l'échographie, mode d'emploi. Donc, toutes les questions qu'on se pose au niveau de l'échographie. Je vous donne une série de questions, on va essayer de faire ça assez rapidement pour les parents qui nous écoutent. Alors, l'échographie est devenue pratique courante, je dirais, pour surveiller la grossesse. Quelle est la technique mise en œuvre? Très simple et très compliqué. Il s'agit de la technique du sonar qui est utilisée pour l'exploration des fonds sous-marins, donc qui utilise l'émission d'ondes ultrasonores successives dans les tissus humains, qui les absorbe et qui les renvoie, qui les retourne. Ces signaux de retour sont traduits en images numériques, informatiques, grâce à un système extrêmement complexe, informatique, et ça donne donc des images en coupe et en volume éventuellement si on ajoute la 3D, c'est-à-dire la troisième dimension. D'accord. La différence avec le Doppler? Le Doppler utilise exactement la même technique, donc ça s'appelle écho-Doppler si on veut être exact, et c'est pareil, là cette fois-ci les ultrasons se réfléchissent sur les globules sanguins ou les fluides et ça analyse tout ce qui est mouvement dans la vie du fœtus, donc le sang dans les artères utérines, dans le cordon ombilical, éventuellement dans les artères cérébrales, les mouvements de déglutition in-utero, qui peuvent traduire des anomalies parfois, donc c'est souvent important d'avoir un écho-Doppler. D'accord. Il existe des échographies par sonde vaginale. Quel en est le principe et pourquoi les fait-on? Elles sont encore très mal connues et c'est bien dommage car elles sont très performantes. La sonde d'échographie endovaginale est cylindrique. Au bout, il y a des capteurs avec des fibres optiques, c'est le même principe. Ah, donc c'est une petite caméra? Oui, c'est tout à fait, sauf qu'on l'introduit dans le vagin. On l'introduit dans le vagin aussi avec un gel et avec un préservatif. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas stériliser à chaque fois l'appareil. Ça permet d'aller directement au contact du col. Ça permet également, comme les fibres optiques n'ont pas à traverser, si vous voulez, les signaux ultrasonores n'ont pas à traverser une paroi abdominale, des os, liquide amniotique, ça permet d'avoir des bien plus grande définition d'image des fréquences de... Alors pourquoi? Effectivement, ça se fait dans certains cas, quand on a un doute à 5-6 semaines que la femme pourrait avoir une grossesse extra-utérine, donc implantée dans les trous, ce qui est une grande urgence. Ça se fait quand la femme aussi est très grasse, parce que la sonde, on a du mal à passer à travers la masse graisseuse, ou quand l'utérus est rétroversé, c'est-à-dire tourné en arrière. À ce moment-là, l'échographie endovaginale est très intéressante. Ça se fait également pour dépister certaines anomalies, également pour la clarté nucale, vous savez, le volume de la nuque du fœtus. Et plus tard, mais là elle est moins performante, mais on peut le faire également pour voir ce qui se passe au niveau de l'insertion du placenta. D'accord. À quel stade fait-on les 3 échographies? Il y en a plus? Alors oui, non, les 3 échographies traditionnelles, c'est 12, 22, 32. 12 à 14 semaines, 22 à 24 semaines, 32 à 34 semaines. Alors, que recherche-t-elle? Je précise, parce que les femmes se trompent tout le temps, ces semaines d'aménorrhée sont calculées à partir du premier jour des dernières règles. Ah oui, on est d'accord, il faut à chaque fois le répéter. Que recherche-t-elle? La première, donc à 12-14 semaines, recherche bien évidemment la date surtout réelle de la grossesse, fait des mesures essentielles, donc ce qu'on appelle la longueur crânocodiale, donc on mesure le fœtus du crâne au pied, ça donne des indications, l'os du fémur, s'il y a plusieurs bébés, parce que c'est quand même comme ça qu'on voit. Essentiellement, c'est celle-là. C'est souvent la première échographie qui déclenche le plus d'émotions, mais la deuxième aussi, parce que la deuxième, on voit encore bien le fœtus, il est encore suffisamment petit pour qu'on le voit en entier, qu'on le voit vivre, bouger, sucer son pouce, agiter ses pieds, etc., etc. La deuxième est plus morphologique, dirait-on, c'est-à-dire qu'elle analyse vraiment organe par organe, elle est capable de beaucoup plus analyser tout ça, c'est l'échographie morphologique. Et la troisième, là on voit moins le fœtus est trop gros, donc on voit que des petits morceaux, si j'ose dire, les coupes séparées, va voir surtout les positions fétales, est-ce qu'il est en siège, en transverse, ou normalement, et puis va regarder encore les dernières anomalies beaucoup plus fines. La première, j'ai oublié de dire, et c'est important, celle-là aussi comme endovaginelle, regarde aussi maintenant la clarté nucale, qui donne des indications sur des anomalies génétiques, dont la trisomie 21. D'accord, donc on en revient, l'endovaginale, que cherche-t-elle par rapport aux autres? L'endovaginale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle cherche par exemple des anomalies de la béance du col à l'intérieur.
Parce que vous ne voyez pas à l'examen clinique à col, c'est un tuyau, c'est un manchon, disons clairement. Donc à l'examen clinique, on voit bien le bout extérieur, enfin, mais l'endocol, à l'intérieur, on ne le voit pas. Or, s'il commence à y avoir une béance, par exemple, l'endovaginal va le détecter. Donc ça, c'est, entre autres, hein, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la grossesse extra-utérine, des fausses couches précoces qui commencent à évoluer, etc. Donc en pratique, vous mettez le doigt dessus, donc en pratique, l'échographie habituelle, on met une espèce de crème pour faire... Oui, voilà, on met un gel, qui est un gel spécial, ça peut même être de l'huile d'olive d'ailleurs, avec une sonde qu'on promène. Donc on conseille aux femmes, et j'insiste beaucoup, de ne pas se mettre de crème anti-vergiturnite cosmétique ce jour-là sur leur ventre, de prévenir suffisamment à temps l'échographiste pour prendre un rendez-vous, ils sont très charrette, bouquet, comme on dit. Donc c'est important de ne pas s'énerver si l'échographiste ne parle pas pendant l'examen. Ça, c'est des questions qu'on a toujours au magazine. Il a besoin de se concentrer, il faut le comprendre. C'est pas une séance de caméra intra-utérine, hein, une échographie, contrairement à ce que croient trop de parents. On peut venir avec son compagnon, son conjoint, enfin, appelons-le comme on veut, mais on ne vient pas avec toute la famille, quoi. On a vu des choses de ce côté-là qui étaient très abusives. Et dans les cas d'échographie classique, abdominale, il faut beaucoup boire, mais pas trop, il ne faut pas exagérer non plus. Mais il faut le faire parce que c'est la seule façon de pouvoir visualiser réellement ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Et par contre, dans l'endovaginal, on n'a pas besoin de boire. D'accord. Comment sont-elles remboursées ? 65% jusqu'au 6e mois, donc les 2 premières, 100% après. 100% après. Donc il peut y avoir, dans la limite du secteur 1 de la convention, hein, les dépassements, là, il faut voir les mutuelles en espérant qu'on en a une. D'accord. Alors, quel matériel doit-on avoir ? Doit-il avoir l'échographie ? C'est vrai qu'il y a un matériel au point. Un matériel d'échographie est obsolète au bout de 7 ans. Donc, il faut un échographe avec 2 capteurs essentiellement. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Sonde vaginale, sonde abdominale et couplé avec un Doppler. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir le Doppler. Ça, c'est vraiment très important. Très bien. Merci Florence. Merci, je rappelle Frédéric. que vous êtes journaliste au magazine Parents, spécialiste du service santé.